18h40, pratiquement, on est sur CNews et Europe 1. On va évoquer cet encadrement des prix du carburant. Le gouvernement est sous pression, vous le savez. Il ne s'agit pas de plafonner ni de baisser les taxes, mais de faire un encadrement des prix du carburant. Écoutons juste Guillaume Casbarian, qui n'évoque pas ce que vous évoquiez tout à l'heure, mon cher Guillaume Gauthier Lebret, pardon. Après, Mais qui parle de cet encadrement des prix du carburant, éventuellement. Merci pour la question. Moi, j'attends de voir comment est-ce qu'il est rédigé, comment est-ce qu'il est fait. Je dis juste que dans notre histoire économique, quel que soit le marché, quel que soit le secteur, généralement, ces mécanismes-là ont pu avoir des effets et des tensions sur les stocks et sur l'offre. Si le gouvernement a trouvé un mécanisme pour éviter d'avoir une rupture d'approvisionnement, tant mieux. Tant mieux, mais en fait, on l'a trouvé ce mécanisme ou pas, Louis de Ragnel? Sur l'approvisionnement ? Oui. Non, absolument pas. Bon, voilà, ok. En revanche, non mais moi je trouve que par rapport l'idée de plafonner les prix, donc l'idée du décret, c'est à encadrer les prix avec un prix normalement théorique à moins de 1,71 € le litre. Pour le gasoil comme pour l'essence. On attend de voir. Et en fait, quand vous rentrez dans la subtilité du projet de décret du gouvernement, en réalité, ce qu'ils veulent pas, ils annoncent pas qu'ils vont baisser les taxes. Ils disent simplement qu'ils veulent contrôler la marge des distributeurs. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est le problème, c'est plus nous, c'est pas le gouvernement, c'est pas les taxes. Ce sont les distributeurs qui s'enrichissent et qui s'engraissent sur la bête. C'est dingue. Et ils essayent de transférer la responsabilité pour que les Français disent si c'est trop cher, c'est de la faute de Leclerc, Intermarché et tous les autres. Rapidement, Éric Querelle, Nolo, combien de pourcentage de taxes on a sur un litre? 60%, on est à peu près? Oui, beaucoup en tout cas. Non, mais la situation est simple. Comme il y a une seule chose qui est exclue, c'est le quoi qu'il en coûte, parce qu'il n'y a plus un rond. Attendez que ça monte encore. Enfin, écoutez, franchement... Non, mais de toute façon, il ne fallait pas voter le budget qu'on a voté. Hein. Voilà le résultat. Là, il n'y a vraiment plus rien. Donc, ça va être des petites mesures. Je ne sais pas, d'ailleurs, il faudrait chiffrer à quoi ça va correspondre exactement comme baisse à la pompe. Mettons que ça passe. Attendez, là, si on a le gazole à 2,28, pardon, si on le ramène à 1,71, ça va faire mal, effectivement, s'il y a un vrai encadrement. Alors moi ce que j'attends de voir, c'est que s'il y a un plafonnement à 1,71 €... aux distributeurs, pas aux automobiles. 1,71 €, comme par ailleurs, les distributeurs n'ont pas le droit de vendre à la perte, pardon. Ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Il ne faut pas contraindre les distributeurs à enfreindre la loi en vendant moins cher. Gauthier. Enfin, tout ce feuilleton, d'un point de vue de la communication, si c'est pour effectivement céder à la fin, tant mieux, mais que de temps perdu. C'est-à-dire qu'on a commencé par une porte-parole du gouvernement qui nous a dit vous allez voir, c'est pas sûr que ça monte de manière si importante. Il est urgent d'attendre. Puis une semaine plus tard, mea culpa, on pensait pas que ça monterait si vite et si fort. Puis Roland Lescure, il y a un choc pétrolier. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes en train de faire monter les prix. Le même Roland Lescure, il n'y a pas de choc pétrolier. Ensuite, on a donc Sébastien Lecornu qui vient devant... Alors déjà, il y a toutes les réunions à Matignon où ils annoncent rien. Ils créent l'Observatoire de la hausse. Comité des experts. C'est extraordinaire, ça. Ils vont observer la hausse pour être sûr de ne pas louper. Et donc, on paye des hauts fonctionnaires à observer la hausse. Et puis, on a enfin le Premier ministre qui vient donc devant le perron de Matignon après moult et moult réunions où il n'en est strictement rien sorti, si ce n'est une demande de sobriété faite aux Français. Soyez sobres, comme si les Français étaient dans l'opulence, qu'ils cramaient le carburant, qu'ils faisaient des tours de voiture sur le périphérique pour se faire plaisir. Le Premier ministre nous dit voiture électrique, la solution c'est la voiture électrique. T'as pas les moyens de faire le plein en zone rurale, mais tu vas aller t'acheter une voiture électrique à 30 000 €. Bon. Donc on a un gouvernement qui est complètement déconnecté. Et ce matin, je pense, quand ils ont vu que les Allemands, eux aussi, faisaient baisser les taxes, ils se sont dit on va vraiment être les derniers et le peuple français ne va pas l'accepter. Petite bonne nouvelle, on apprend qu'à l'Assemblée nationale, l'amendement du gouvernement qui visait à réintroduire les ZFE dans la copie finale du texte a été rejeté. Voilà. Donc ils n'auront pas le grand retour des ZFE, zones à faible émission. Petite parenthèse. Sur le carburant, François Coq. Mais qui y est lié, parce que qui est très lié, évidemment. Ce qu'on voit actuellement, c'est quand même c'est du théâtre, tout simplement. C'est se rejeter le mistigris de la responsabilité de qui s'engraisse sur la crise. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui entre le gouvernement et les distributeurs. Sauf que ce jeu n'est plus tenable, parce que le gouvernement pouvait s'appuyer sur quelques pays autour. On a vu qu'il y a plusieurs pays qui avaient basculé dès le départ, comme en Espagne, où il y avait l'équivalent de l'IVA qui avait été supprimé, donc 30 centimes en moins sur le litre de gazole. Ça avait été le cas dans des pays de l'Est, etc. Aujourd'hui, même les pays les plus proches basculent, comme c'est le cas en Allemagne, parce qu'ils sentent la colère monter. Et il y a des pays qui basculent
parce qu'ils ont été confrontés à la colère. Je pense notamment à ce qui se passe en Irlande, à ce qui s'est passé toute la fin de la semaine dernière où il y a eu des mobilisations monstres partout en Irlande, où le pays a été littéralement bloqué et où le gouvernement a dû céder après avoir fait une première remise à la pompe de 17 centimes sur l'essence et de 25 centimes sur le diesel. Ça leur a coûté 500 millions d'euros au gouvernement irlandais. Eh bien, ils viennent de rajouter 250 millions de plus pour faire moins 10 centimes encore de plus. Donc, à partir du moment où il y a cette colère populaire qui devient suffisamment perceptible, le gouvernement est obligé à un moment donné et se trouve contraint et cède. Et je ne vois pas comment il pourra faire cette économie. On continue à dépenser. Hein. On continue à dépenser. Le gouvernement va peut-être être contraint de lâcher un petit peu. Mais enfin, ceux qui dépensent, pour l'instant, je suis désolé de dire, c'est les Français. Donc dépenser, oui, on dépense. Que ce soit les uns ou les autres, on dépense. Et d'une certaine manière, je pense que les Français préféreraient que ce soit l'État qui fasse et qui prenne sa part, que eux, individuellement, qui soient confrontés à ça. L'État, c'est les Français. Éric Revel. Si vraiment le prix du gazole en moyenne passe à 1,71, simplement en faisant pression sur la marge des distributeurs, ça voudra dire quand même qu'ils se sont sucrés. Il y a la question des distributeurs, puis il y a la question des raffineurs. Parce que moi, je fais souvent la comparaison que moi je trouve assez drôle, mais que personne ne va trouver drôle, c'est que c'est contraire au Tour de France. C'est-à-dire que le Tour de France, le col, vous mettez assez longtemps à le monter et vous descendez très rapidement. Les prix de l'essence, c'est le contraire. Ça monte extrêmement rapidement et ça descend très doucement. Si, c'est très drôle. C'est très drôle. Moi, je comprends les autres. Ouais, c'est bien. très drôle. Je vais vous dire, parce que les raffineurs, au début de la crise, ils avaient des stocks qu'ils avaient achetés au prix avant la crise. Et pourtant, ils ont répercuté immédiatement la hausse des prix. Et puis, l'Allemagne, quand même, là, on peut même plus, le gouvernement ne peut même plus utiliser l'argument de « on n'a pas un rond ». Pardon, parce que évidemment, l'Italie et certains pays ont fait. Mais l'Allemagne, ils sont en déficit budgétaire. Ils ont un énorme problème budgétaire aussi. Et pourtant, ils mettent 1,6 milliard sur la table, 17 centimes de moins pendant 2 mois. Alors, c'est répercuté sur les taxes, tabac, etc. Mais ils sont dans une situation budgétaire et pourtant, ils le font. Bon. Parce qu'il y a la crise sociale et parce qu'il y a toutes les répercussions du prix d'énergie et des matières premières sur la hausse des prix. Évidemment. Et l'inflation, on va en parler dans un instant. Monsieur Nolot. Mais tous les comptes sont dramatiques et on va expliquer aux Français une nouvelle fois, si ça va jusqu'au bout, qu'au fait, non, c'était de la blague, il y a encore de l'argent et il y aura une forme de quoi qu'il en coûte. Enfin, moi, je trouve ça catastrophique, quoi. Parce que comment vous voulez faire croire aux Français qu'on est vraiment dans une situation dramatique si à chaque fois, on sort de l'argent qui continue d'être qualifié de magique? Voilà. Mais il n'y en aura peut-être plus un jour de l'argent magique, Gauthier. Il n'y en a plus. Il n'y a plus un copec. 1300 milliards de dettes supplémentaires avec un quoi qu'il en coûte. Nicolas Bavrez le surnommait le quoi qu'il en coûte, le n'importe quoi qu'il en coûte. Voilà, n'importe quoi qu'il en coûte. Donc hier chez vous, Laurence. Donc voilà, il y a plus un euro, il y a plus un radis. Donc à partir de ce moment-là, si on veut faire baisser les taxes, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire baisser la dépense publique. Et on a vécu une séquence assez intéressante, puisque les premiers ministres s'enchaînent comme les budgets. Certains sont censurés, d'autres non. Et il y avait toujours un point commun. Plus de dépenses, plus de taxes. Sauf François Bayrou qui a décidé de se faire harakiri à la rentrée avec ce fameux vote de confiance qu'il avait demandé à Emmanuel Macron au fort de Brégançon à la fin de l'été dernier en disant je ne vais pas porter un budget pour faire plaisir aux socialistes et pour éviter la censure puisqu'il faut baisser drastiquement la dépense publique. Bon, il a décidé de faire ça. Et ça lui a valu un certain nombre de mésaventures ensuite, perdre Matignon, perdre la mairie de Pau, etc. Donc voilà, c'est le seul qui est tombé là-dessus, effectivement, sur la baisse de la dépense publique que personne n'est prêt à engager à un an de la présidentielle. Et le RN réagit à cette idée de plafonnement des marges sur les distributeurs. Ils estiment que le gouvernement est à la fois bidon et racketteur. Éric Revel, un tout petit mot de l'inflation. Parce que j'ai été très étonné par la sortie du chef économiste du FMI. Vous savez, tous les ans, il y a les réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI. C'est ces grandes institutions internationales qui prennent le pouls des pays en termes de croissance et d'inflation. Et alors, Pierre-Olivier Garincha, qui est un Français, qui est le chef économiste du FMI, a dit, 1, toutes les prévisions de croissance vont être revues à la baisse, et 2, les prévisions d'inflation vont être extrêmement revues à la hausse. Et suivant les scénarios qu'il a décrits avant ces réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, il a dit ça peut être en gros de 4% d'inflation jusqu'à 6%. Alors, vous avez de la croissance qui baisse, donc vous avez des recettes de l'État, notamment français, qui baissent. Et juste un petit point, François, la prévision de croissance pour la zone euro, elle est supérieure à 1, elle est de 0,9 pour la France. Elle a été redescendue et révisée que de 0,1 à la baisse, mais ce qui est contrairement à celle de l'Allemagne, c'est un demi-point, par exemple. C'est que si vous avez
une résurgence de l'inflation. Non seulement on va payer nos produits dans les hyper, dans les super plus cher, tous les produits alimentaires, toutes les matières premières, dans les hyper, dans les petits commerces aussi. Mais en plus, la Banque centrale européenne, elle, son dogme, c'est pas un niveau de croissance, c'est un niveau d'inflation. Et dès l'instant où on passerait au-dessus de 2%, la Banque centrale va durcir ses taux d'intérêt et ça va avoir pour effet rétroactif de faire baisser la croissance et donc les recettes pour l'État français. Et ça, c'est une spirale, alors le pire n'est jamais certain, mais qui est, à mon avis, qui doit tétaniser le Premier ministre, Bercy et d'autres. François Coq, ce sont des très mauvaises nouvelles pour notre économie de toute façon. Les prévisions effectivement d'inflation dans le monde étaient de 3,8 en janvier selon le FMI, elles ont basculé à 4,4. On verra. Après, si on monte au-delà, c'est vraiment que la situation se dégrade au Moyen-Orient. Là, je parle d'inflation. Parce qu'effectivement, l'inflation, derrière, elle peut nous faire rentrer dans une spirale qui est la spirale les prix entraînent derrière les hausses de salaire. À partir de là, à un moment donné, tout part à volo et plus personne on ne indexe maîtrise. les salaires. Donc, la logique, ça serait que la BCE essaie de refroidir la machine, mais en refroidissant la machine économique, est-ce qu'elle ne va pas la tarir plus encore que ce qu'elle est? Donc, on est sur un choc économique, Louis de Ragnel. On voit bien crise économique, choc pétrolier, crise énergétique. Et moi, encore une fois, qui m'interpelle, et je reviens sur le débat de tout à l'heure, c'est que le pays est absolument pas prêt. On n'a pas pris les décisions qui nous permettent de faire face à ce choc, à ces chocs auxquels on va être confronté. Et il n'y a jamais de bon moment. Donc, soit c'est maintenant, soit c'est demain, mais il y aura toujours une crise qui permettra de dire, non, on agit dans la précipitation. Et la question à chaque fois que j'ai envie de vous poser, mais pas vous personnellement, mais à un certain nombre de gens qui disent, mais non, mais en fait, on peut attendre encore un peu, ou n'agissons pas dans les... Mais quand est-ce que c'est le bon moment? Et qu'est-ce que quelque chose de grave? C'est quoi quelque chose de grave pour vous? À partir de quel moment on est vraiment en crise et qu'est-ce qui justifie que, de manière impérative, on doit tout réviser? Je vous prends un exemple. Vous voyez, là, il n'y a pas de débat par rapport à ça, il n'y a pas de crise. En 2035, la France perdra 1,7 million d'élèves. Est-ce que dès maintenant, on peut réfléchir, par exemple, à un plan de réduction du nombre de profs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'abord, je vous réponds sur la question économique. La question, c'est une question pour les économistes qu'il faut qu'on traite. Et ensuite, ça sera aux politiques et aux Français, j'espère, en dernier ressort, de choisir. Est-ce que c'est dans les moments de crise qu'il ne faut pas aider les Français? C'est-à-dire qu'il y a des économistes, la plupart, tous ceux en tout cas qui sont de l'école keynésienne, qui s'est ouverte aujourd'hui et qui s'est élargie, qui disent que c'est la consommation qui doit être privilégiée et que c'est ce moteur-là qui est le seul à même de sauver la situation dans un moment de crise. D'autres disent que ce n'est pas le cas, vous venez d'en faire la démonstration, vous venez de dire non, au contraire, on peut le faire n'importe quand. Bon, ça, c'est une vraie discussion. Elle a des aspects techniques, elle a une dimension politique et démocratique derrière. Si vous voulez qu'on discute sur la question de l'école, on peut discuter sur la question de l'école. On peut faire la question du bilan. Mais je vous prends un exemple. Là, il n'y a pas de crise. Par rapport à, il n'y a pas de crise à l'école. Il y a un très mauvais niveau. Est-ce qu'on réduit les fonctionnaires ou pas? Suffisamment longtemps à l'école. Bien sûr, il n'y a rien qui va à l'école. Mais ce n'est pas un débat qui est là d'actualité. La question de la réduction du nombre de profs. Mais justement, puisque le débat n'est pas pourri, n'est pas pollué, là, on a le temps de la réflexion sur la question de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de dire qu'il faut prévoir un plan de réduction du nombre de profs parce que la population diminue? Moi, je pense que le taux d'encadrement est quelque chose d'extrêmement important dans les classes et qu'au-delà de 24 élèves par classe en REP, comme c'est le cas, ou au-delà de 30 élèves par classe en collège ou en collège banal, par exemple, on ne peut pas avoir la même qualité d'enseignement que si l'on descendait... Non, mais attendez, vous voulez qu'on discute techniquement, on peut discuter ça. Mais moi, je pense que le problème de l'école aujourd'hui, c'est pas ça. Je m'attendais malheureusement un peu à votre réponse. Je pensais que la question de l'école, c'est le nombre de profs qu'il y a à l'éducation nationale, bientôt il y aura 5 Mais le problème, c'est pas les profs à l'éducation nationale, le problème, c'est les 300 000 personnes qui sont à l'éducation nationale, qui sont dans des bureaux et qui sont pas dans les élèves. C'est pas les profs le problème. Un petit mot sur la dépense publique, parce que vous êtes un keynésien converti, il faut de la dépense publique. Non, Keynes, il dit pas ça. Il dit qu'il faut de la dépense publique à condition qu'elle fasse de la croissance et donc de l'emploi. Aujourd'hui, la dépense publique française, elle sert pas à ça, à faire de la croissance. Elle sert à payer de la structure étatiste. Et des dettes. Voilà. C'est plus l'investissement dans la croissance. Bon, le mot de la fin, Éric Nolot. Vous êtes le sage. Non, mais oui, j'ai bien vieilli. Je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas qualifié comme ça. Non, moi, je reviens sur la question des profs. À mon avis, le problème est mal posé. Il faut les trouver, les profs, même en les réduisant. Plus personne ne veut être prof. Il n'y avait pas encore un prof devant chaque élève à la rentrée. Et ensuite, regardez le niveau. C'est tellement dur de les trouver que dans certaines académies, ils les prennent à 5 sur 20. Au CAPES de maths. Au CAPES de maths. Donc, c'est quand même... Là... Vous disiez que ce n'était pas une crise aiguë. Non, mais si. Je crois qu'on est en train d'entrer dans une crise aiguë parce que quand vous prenez des gens à 5 sur 20, et en plus il y a tous les autres problèmes. Ça, c'est un autre sujet. Ils ne sont plus respectés, c'est mal payé, etc. Ils risquent leur peau, ils se font tabasser par les élèves. On va au-devant d'une crise majeure dans l'éducation nationale. Je partage. Gauthier, c'est quoi le menu ce soir dans 20% politique?
On va suivre la fin de la visite du pape à Alger, et puis on va parler évidemment de cette crise autour du 1er mai, cette crise entre le gouvernement et, alors c'est pas sa majorité, et sa minorité de députés. Eh bien écoutez, joli programme. Merci à vous d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Pierre Devinot pour Europe 1 Soir et Christine Kelly, bien sûr, pour Face à l'info. Demain à 8h10, notre invité sera l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Bonne soirée, à demain.